Bayrou-Macron se dirige-t-on vers une nouvelle cohabitation? Bruno Retailleau serait-il le nouvel homme fort de la droite? Et puis, est-ce que le Parti Socialiste et le nouveau Front Populaire sont en passe de divorcer? C'est la question qu'on se pose. Question lancinante, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes au club Le Figaro Politique et nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour la dernière édition de cette année civile. Mais l'année prochaine s'annonce aussi très riche. À tout de suite. Nous sommes de plus en plus suivis, d'ailleurs, paraît-il, puisqu'il semblerait que les audiences aient doublé depuis que nous figurons sur la TNT. Vous en êtes remercié. Karl Meus, bonjour. Bonjour Yves. Ou bonsoir plutôt. Ah ben bonsoir. Merci d'être parmi nous. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Magazine, avec Claire Coinerut du service politique du Figaro, avec Pierre Lepelletier aussi. Bonjour. Du service politique. Alors c'est un peu la droite et la gauche, mais enfin, qui travaillent souvent de concert au Figaro. Et Dominique Régnier, que nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui. Merci d'être parmi nous, politologue. La Fondapol, qui est votre bébé chéri et qui nous informe avec beaucoup de précision et de bonheur. Karl, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle cohabitation? Alors, c'est pas une cohabitation idéologique au sens où on n'est pas droite-gauche, là. Ils se revendiquent l'un et l'autre du centre, peut-être l'un plus que l'autre, d'ailleurs, je sais pas. Mais c'est une question de caractère. Alors, voilà. Et de génération. On n'est pas dans une cohabitation au sens institutionnel du terme, où ça a été défini d'ailleurs par Édouard Balladur au moment de la première cohabitation de 86, dans la mesure où c'est pas quelqu'un de l'opposition qui prend le pouvoir, avec un président qui est contraint de l'accepter. Mais c'est une cohabitation de caractère, pour plein de raisons. D'abord, parce que les deux hommes sont très différents l'un de l'autre. On avait un qui est ancré dans les territoires, qui a 73 ans, et puis vous en avez un autre qui a surgi sur la scène politique en 2017, et qui est beaucoup plus jeune. Mais c'est pas les réduire qu'à ça, c'est surtout parce que François Bayrou s'est imposé à Emmanuel Macron, et c'est en cela qu'on évoque cette possibilité d'une cohabitation, parce que, sans refaire tout le film que j'imagine tout le monde a suivi, on sait que Emmanuel Macron fait venir François Bayrou à l'Élysée pour lui annoncer qu'il va nommer Sébastien Lecornu Premier ministre, et à ce moment-là, François Bayrou lui dit, en gros, ça sera sans moi. Et ils s'en vont. Alors ça dure 1h30 de la conversation, donc c'est plus long que ce que je vous résume. Mais en gros, il laisse Emmanuel Macron dans un désarroi total, parce que l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'élargir sa majorité le plus possible. Et il se retrouve, s'il nomme Sébastien Lecornu, avec une majorité qui sera encore plus réduite, parce que François Bayrou lui dit « je te quitte », sous-entendu, moi et les députés MoDem, on ne sera plus dans le socle commun. Derrière, en cascade, ça veut dire qu'Édouard Philippe va se poser des questions. Peut-il laisser François Bayrou partir comme ça, avec un objectif présidentiel de 2027 ? Lui dont on sait qu'il est candidat et qu'il veut aussi un peu se démarquer d'Emmanuel Macron. Donc derrière, en cascade, c'est vraiment toute une catastrophe pour Emmanuel Macron. Alors la rumeur a couru qui lui aurait dit « si tu ne me nommes pas, je demande ta démission ». Alors, je n'ai pas eu la confirmation, mais on en entend parler depuis 2 jours qu'il y aurait ça. Ça peut en tout cas expliquer pourquoi Emmanuel Macron, une demi-heure après, le rappelle en lui disant « reviens ». C'est pas « reviens, j'ai les mêmes à la maison », mais « reviens, tu vas aller à Matignon ». Et donc, on voit bien là que les conditions de la nomination posent les bases de ce qui pourra être une cohabitation. Et d'ailleurs, la dernière information qu'on a, qui nous a laissé avant l'émission un peu perplexe, c'est qu'il y a une réunion à l'Élysée de crise pour essayer de voir ce qui se passe à Mayotte. Et que dit le Premier ministre ? Ah ben non, j'ai conseil municipal à Pau. Alors, on peut concevoir qu'il y ait des urgences locales, on peut se concevoir que quand on est maire, il y a des choses très importantes à régler. Je crois que l'idée principale, c'est qu'il ne veut peut-être pas être sous la coupe d'Emmanuel Macron dans cette réunion qui serait à l'Élysée, ce qui en dit long sur la façon dont il envisage la suite des opérations. Dominique Régnier, c'est le même centrisme, Macron et Bayrou? Moi, je ne crois pas. D'accord. Et d'ailleurs, je ne trouve pas qu'Emmanuel Macron soit un centriste.
Je pense qu'il s'est efforcé depuis 2017 la formule est fameuse, le en même temps, mais il s'est efforcé d'aller sans cesse d'un bord à l'autre, de la droite à la gauche, en fonction de ce qu'il pensait devoir faire et de la situation, des sujets. Mais le centrisme, c'est pas ça, c'est une doctrine du compromis. Ouais. C'est une doctrine qui passe par des compromis, mais dont la série de compromis fait une pensée. Et a une espèce de rectitude, de cohérence. Cohérence. C'est moins opportuniste que au sens neutre, que ce que fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ouais. Et vous êtes d'accord avec Karl pour dire que les caractères sont très différents quand même, hein, Oui, oui. Mais moi, je veux dire une chose que tout le monde partage, j'imagine, mais ce qui m'impressionne, c'est notre situation politique, que je trouve absolument catastrophique. Et dans ce contexte-là, puisqu'on ne peut pas aller aux urnes, sauf en obtenant la démission du chef de l'État, ce qui serait un désordre de plus, on n'a pas de solution de majorité, on ne peut rien faire pour changer la situation qui est la nôtre. Et évidemment, les problèmes s'amoncellent, sont considérables. Vous avez cité Mayotte, mais c'est un désastre ce qui se passe à Mayotte. Je ne sais pas d'ailleurs si on aura l'occasion d'y revenir, vous en déciderez, mais c'est quelque chose qui possiblement est le début d'un effondrement sur nos marches. Oui, c'est ça, ouais. De la nation française, quand même. C'est très sérieux. Je suis d'accord avec ça. C'est très sérieux. Et là, nous avons malgré tout ça, nous avons des acteurs politiques qui continuent à être totalement insensibles à ces événements plus dramatiques, menaçants les uns que les autres, et qui se disputent, se réconcilient, boudent des réunions, et tous, presque tous, pensent à être président en 2027. Il y a quelque chose que je trouve, moi, de terrible. Donc c'est bizarre, Claire, que Bayrou choisisse d'aller à Pau ce soir, ait choisi d'aller à Pau ce soir, parce que il y a quand même l'urgence à Mayotte, il y a un gouvernement qui n'est pas constitué. Alors évidemment, la réunion a lieu, comme disait Karl, à l'Élysée. Comment vous expliquez tout ça? Oui, mais tout est un peu étrange depuis le début, parce que j'ai en tête la conférence de presse tenue par plusieurs ministres, dont le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, mais aussi la ministre des Territoires Catherine Vautrin. Et c'est un peu Bruno Retailleau qui met sur, qui arrive très concrètement avec une analyse de la situation quantitative, avec les dégâts, avec le plan qui va être mis en place, qui prend un peu la parole pour en gros un peu cadrer concrètement comment le gouvernement va répondre à ce drame. Et il y a une scène un peu lunaire qu'il faudrait t'expliquer, j'ai pas la réponse, mais de François Bayrou qui dit en pleine conférence de presse, je laisse le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, ouais. et qui s'en va. Aujourd'hui, il va à Pau, donc et sans doute est-ce très louable en effet de continuer à s'enquérir de sa mission locale, mais à mon avis, en effet, il y a une volonté de marquer son indépendance, son style politique, ne pas être sous la coupe d'un Emmanuel Macron. Et je rebondis sur la différence entre les deux centrismes, si tant est qu'on puisse parler de centrisme pour Emmanuel Macron. Celui qui théorise le centrisme, c'est François Bayrou. C'est lui qui va mettre à l'épreuve presque intellectuellement, au sommet de l'État, la vision qu'il en a, à un moment où rien n'est moins sûr qu'on puisse, dans un gouvernement, et réunir des figures du Parti socialiste et réunir des visages de la droite. S'il réussit, ça pose question vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ça dirait beaucoup de la force politique de François Bayrou. S'il échoue, évidemment, là je ne sais pas où ça nous mène, mais c'est pas seulement une cohabitation de caractère, ça va être une cohabitation de deux en même temps. Et il faudra voir comment les deux se percutent ou pas et évoluent. Pas mal la cohabitation de deux en même temps. Pierre, vous croyez qu'il peut justement réussir ça, arriver à faire un gouvernement avec... Vos informations disent que le gouvernement pourrait être constitué à partir de quand ?
Avant la fin de l'année? C'est très difficile à dire. On a beaucoup fait de paris avant sa nomination et on s'est quand même un peu tous plantés en se pensant que ça allait être dans les 24 heures, dans les 48 heures. Au final, il y a eu beaucoup de retard, donc on va faire attention au jeu des pronostics. Sur la droite, a priori, il devrait essayer de conserver le socle commun. Ce qui va être plus dur, c'est de décrocher notamment des socialistes et des écologistes. Alors les écologistes, c'est encore plus compliqué, je crois. Les socialistes, c'est compliqué parce qu'en fait, les socialistes, si vous prenez une personnalité socialiste qui irait dans ce gouvernement, immédiatement, cette personnalité se fera exclure du PS. Donc beaucoup se disent, est-ce que ça vaut le coup de monter dans le bateau alors qu'en fait le bateau va peut-être couler dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà, ça fait un peu réfléchir. Certains trouvent qu'il n'y a aucune cohérence idéologique à aller avec Bayrou. D'autres y réfléchissent, mais se disent que c'est quand même un peu risqué. Ce serait dommage d'aller se cramer, de se brûler les ailes si vite. Donc, ce qui, à mon avis, peut se passer, c'est que François Bayrou peut trouver des personnalités de gauche qui ont déjà finalement fait le pas vers Emmanuel Macron par le passé et qui se revendiquent toujours aujourd'hui comme socio-démocrates. C'est qui ça, par exemple? Il y a par exemple le maire de Dijon, l'ancien maire de Dijon, François Rebsamen. Il y en a quelques autres qui ont déjà rejoint Emmanuel Macron, mais qui revendiquent toujours leur sensibilité de gauche. Alors, ils vont évidemment dire ça dans l'opinion, dans les médias, etc., ce qui agacera évidemment beaucoup le Parti socialiste. Je pense qu'on se dirige plutôt vers ça. Dominique Régnier, l'espace est plus. On a l'impression que l'espace, finalement, n'est pas beaucoup plus large que celui de Michel Barnier pour gouverner. Hein. Non, mais je me disais en vous écoutant, il faudrait qu'au PS et au LR, ils fassent attention de ne pas attendre d'être président pour entrer au gouvernement, parce que les choses ne s'annoncent pas si bien que ça, oui. Dans un avenir à court terme, hein, ou que son camp soit à l'Élysée, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et il n'y a pas beaucoup de partis qui tirent profit, pour le moment, en tout cas, dans l'opinion de cette situation-là. Oui. Sinon, la même rengaine, hein, qui est que Marine Le Pen continue à être en tête, éventuellement à croître son avance, même si je pense que c'est quelque chose qui est réversible. Ah, vous pensez que ce qu'elle a fait avec la censure n'est pas... à terme, quelque chose qui peut l'avantager? J'ai tellement pensé que je l'ai pensé avant qu'elle le décide. D'accord. Et que je considérais qu'elle ne le ferait pas. Oui, vous pensiez que, oui, comme beaucoup d'ailleurs. Oui, on se met à la place de l'autre. C'est comme ça que j'avais prévu qu'Emmanuel Macron ne dissoudrait pas. On se met à la place de l'autre, on calcule son intérêt de manière simple, ordinaire. Enfin, là, vraiment, c'était très simple. Et on arrive à une conclusion qui n'est pas la décision. Mais je le dis, en fait, j'ironise un peu, mais en même temps, je suis frappé de voir que de plus en plus souvent, ça tient peut-être à moi, mais je ne crois pas, parce que ça, ce sont des évaluations simples à faire, je trouve que nous avons des responsables politiques qui prennent des décisions, sinon irrationnelles, dans certains cas ça ressemble quand même à ça, du moins avec un niveau de risque trop élevé pour avoir été calculé. Ouais. Et là, je pense que c'est le cas pour Marine Le Pen. Elle ne peut pas avoir calculé ce risque, elle ne sait pas du tout ce qui va se passer, où elle va, et ça pourrait éventuellement se retourner contre elle. Mais sinon, sur l'espace dont vous parliez, je dirais que, comme tous les partis, à part de gouvernement, en tout cas, sont en grande difficulté, et tous en déclin, en réalité, sans exception, ils pourraient chercher à sauver quelque chose, à être plus conciliants, mais c'est presque le contraire qu'on observe. Et on a à la fois, on en a entendu beaucoup parler les uns et les autres, les fameuses lignes rouges, qu'il ne faut pas transgresser, mais aussi à quoi s'ajoute, je ne sais pas comment appeler ça, des cordons bleus, je ne sais pas, des lignes qu'il faut respecter. On pose des obligations, on pose des réformes que l'on considère comme, par exemple, la réforme des retraites doit être retirée. Oui. Ça, c'est pas exactement une ligne rouge. Oui. Et donc, chaque acteur, j'ai l'impression, moi, fait en sorte de faire avancer son programme, ses idées, comme s'il était en situation de force. Alors que tous sont battus, tous ont été battus, personne n'est majoritaire, et tous sont quand même en situation de faiblesse dans l'époque actuelle. Chez les socialistes, il y a quand même aussi un côté, ils ont mis tellement de temps à se remettre du quinquennat de François Hollande, ils considèrent, voilà, dans les manifestations, je m'en souviens, on les suivait, ils se prenaient limite des tomates, ils devaient être obligés de prendre des rues parallèles pour manifester, parce qu'en fait, plus personne dans ce milieu de gauche ne voulait d'eux. Et c'est un truc qui est resté en tête, de dire il faut surtout pas donner la sensation, le moindre centimètre qu'on serait en train de trahir notre électorat. Et donc je pense que ça explique aussi leur choix, leur décision de rester un peu en marge de tout ça et de se dire oh là là, ils sont radioactifs, faut surtout pas y aller, quoi. On va en reparler. Où on en est du 49-3, cher Karl? Est-ce que François Bayrou, est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne,
il aurait dit qu'il s'en servirait pas, sauf pour le budget. Voilà. C'est ça ou pas? C'est exactement ça. C'est-à-dire que avant sa nomination, il y avait cette ouverture du Parti socialiste disant on est prêt à voir si on peut gouverner, ou en tout cas à participer à quelque chose en soutenant un gouvernement, si il y a un donnant-donnant, c'est-à-dire que on serait d'accord pour ne pas voter une motion de censure, à condition qu'au gouvernement, ils disent on n'utilisera pas le 49.3. Voilà. Donc c'était un premier élément pour sortir du NFP, on en reparlera tout à l'heure, mais puisqu'avant c'était vraiment un bloc monolithique, le NFP, tout le programme, rien que le programme, Lucie Astet à Matignon et tout ira mieux. Là, il y a une avancée. Donc François Bayrou a vu cette avancée et est assez d'accord avec cette idée de ne pas utiliser le 49.3. Honnêtement, ça mange pas de pain. Mais oui, parce que qu'est-ce qu'il va faire comme réforme alors en dehors du budget? La loi agricole. La loi agricole. Bon, la loi agricole, vous n'êtes pas obligé d'avoir le 49.3. Vous pouvez passer assez facilement. Il n'y aura pas. Il y a une majorité pour ça. Vous pouvez négocier de l'abstention. Ouais. Sur des lois, il vous faut pas la majorité absolue. Oui, il vous faut la majorité des exprimés. Donc il suffit qu'il y en a qui sont pas dans l'hémicycle, ils ont autre chose, ils sont pas là. Hop, vous pouvez a priori passer. La loi sur la fin de vie. On sait que c'est pas simple. C'est un peu chaud, ça, non? Oui. Alors c'est chaud, mais tous les partis sont traversés par sont divisés. Donc il y a une voie de passage, peut-être. Après, il faut pouvoir négocier. La loi sur le narcotrafic. Ouais. On n'imagine pas. Alors peut-être quelques-uns sur LFI, chez LFI, parce que ça mettrait en difficulté certains de leurs approvisionnements. Si vous me permettez cette. Je vais avoir un procès en diffamation, mais je n'ai cité personne et puis je fais une allusion. Mais sinon, qui va s'opposer à une loi sur... Bon, donc dire je n'utilise pas le 49.3, c'est pas très compliqué, surtout si vous excluez d'emblée le budget. Mais ça, le budget, tout le monde peut le comprendre. C'est un projet de loi... C'est l'outil pour le budget, d'ailleurs, le 49.3 aujourd'hui. C'est politique. Hein. Ouais. Un budget, on sait que si vous votez pour, dans toutes les mairies, c'est comme ça que ça fonctionne, ceux qui votent pour sont dans la majorité, ceux qui votent contre sont dans l'opposition. Donc, il y a un moment, si vous n'avez pas de majorité claire, c'est le 49.3 qui va vous permettre de l'établir. Claire, la droite est disposée comment, là, ce que vous savez, chez les LR, vis-à-vis de François Bayrou? Parce qu'il y avait quand même un passif, si je puis dire. Oui, et pour se remettre totalement dans le contexte, je pense qu'il faut le répéter parce qu'on l'oublie, la droite a perdu Matignon. Ah oui, c'est comme ça qu'il le considère. En tout cas, dans les négociations à venir sur quel portefeuille au ministère pour la droite, si on y participe, il y a un premier élément. En gros, si la ligne programmatique, que Bayrou en dégage une, est plus ou moins en cohérence avec ce que veut LR pour le pays, que ce soit sur le volet économique et surtout sécuritaire, la droite participera, en tout cas s'engagera aux côtés de Bayrou. Si cet engagement doit aller jusqu'à une participation au gouvernement, sachant que l'autre condition est que Bruno Retailleau reste en poste au ministère de l'Intérieur, on va en parler. Là vont commencer les négociations. Et comme la droite a perdu Matignon, la droite va être gourmande. Et la droite va surtout, non pas miser sur un maximum de ministères, mais les portefeuilles les plus intéressants. Là, ce qu'on commence à entendre, mais c'est être bien optimiste, parce que rappelons que LR, c'est 47 députés. La droite voudrait peut-être le ministère de la Justice pour justement la loi narcotrafic, ou même s'il y a une loi sur l'immigration, pour que les deux ministères soient raccords. La droite, si elle ne veut pas le ministère de l'Éducation, veut au moins que le programme et le profil de celui qui sera à ce ministère soit pas complètement en décalage avec la philosophie scolaire qu'il y a chez LR. Donc là, on va voir ce qu'elle va réussir à négocier, sachant que pour l'instant, son seul avantage, mais ce n'est pas des moindres, c'est un Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Dominique Régnier, il y avait un très bon article de Éric Le Boucher, comme souvent, ce matin dans Les Échos, qui disait l'idéal pour Bayrou, ça serait finalement de ne rien faire. Pour qu'il puisse durer. Oui, c'est une remarque... Et que c'est un homme qui fait souvent rien, disait-il. C'est une doctrine. Non, mais c'est très intéressant, en fait, cette remarque d'Éric Le Boucher, parce que nous sommes dans une période où notre situation nous oblige à faire quelque chose.
Et c'est assez étrange finalement, parce que il est vrai que on est nombreux ici à l'avoir vécu comme citoyen, mais il est vrai que pendant des années, ne rien faire était une vraie solution en politique pour éviter les problèmes. Donc ça s'est fait vraiment depuis 50 ans. C'est quand même la doctrine principale. Le je fais rianisme. Je sais pas comment il faudrait appeler ça. Ouais. C'est quand même la doctrine principale. C'est pas le propre de François Bayrou quand même. Hein. Ouais. Rien n'a été fait dans aucun domaine. Il faut qu'on cherche chacun un problème qui a été réglé, un problème important qui a été réglé depuis qu'on s'intéresse à la vie politique. On n'en trouve pas beaucoup, peut-être même qu'on n'en trouve aucun. Des problèmes qui ont été créés, il y en a pas mal quand même. Ça, y compris en touchant aux institutions, en les rendant moins efficaces. Enfin, c'est quand même frappant cette espèce de chose. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être maintenant que cette espèce d'évitement est vraiment devenu impossible. On sait qu'on a été dégradé par Moody's, donc on attend de nous quelque chose de concret. Donnez-nous quelque chose, montrez que vous êtes sur la bonne voie, que ce sera peut-être long et difficile, que vous êtes prudent, mais vous allez commencer. Rien du tout. On dépense plus que l'année dernière, cette année, qui va venir. Je crois 2,6% de plus en dépenses. Oui. On va payer non pas 50 milliards d'intérêts de dette, mais 70 milliards d'intérêts de dette. Sans rembourser un seul centime, on va dépenser le plus gros budget de la nation probablement, sans rien rembourser. Donc ne rien faire, c'est prendre le risque d'être le Premier ministre qui va devoir affronter une crise absolument terrible, celle des emprunts, des taux prohibitifs qui nous obligeraient à emprunter moins, donc à verser moins de manière contrainte cette fois-ci. Et là, le pays n'est pas prêt pour ça. Donc c'est une drôle de situation. J'ajouterai, Yves Tréhard, que, si vous me permettez, sur le 49.3, ce qui me frappe, qui est un peu bizarre quand même si je comprends la situation, le 49.3, ça a été fait pour les moments où la majorité est fragile. Oui. Il n'y a pas de majorité et on s'interdit de l'utiliser. Oui, bah oui. C'est quand même curieux de s'engager à ne pas utiliser un article qui est fait pour contraindre des députés à faire bloc de manière raisonnable autour d'un gouvernement pour avancer. Alors évidemment, on sait que la cause, c'est le fait qu'il n'y a pas de dissolution derrière. Donc du coup, comme il n'y a pas de dissolution derrière, le 49.3 appelle une motion de censure, il y a une dissolution, ça fait réfléchir les députés. Quand ils ne sont pas sous la menace d'une dissolution, donc ils ne réfléchissent plus. Oui, c'est ça. Donc ils ont un usage. Vous voyez, je trouve que ça révèle de la classe politique une dimension qui est inquiétante, qui ne reflète, je ne veux pas être trop long, je m'arrête là-dessus, mais qui ne reflète aucunement l'autorité de l'Assemblée nationale, l'autorité de la puissance publique, comme si, plus que le pays, notre classe politique était dissipée, désobéissante, transgressive. Et le pays assistant à ça, moi, ce que j'attends maintenant, c'est une espèce de crise très profonde de l'obéissance. Hein. Et on a vu, pour de bonnes raisons, avec les Gilets jaunes, que le pays pouvait se mettre en rébellion. Bien sûr. Alors, il y en a un qui agit, lui, pour le coup, enfin, qui, j'allais dire, meurt d'envie d'agir à tout moment, c'est Bruno Retailleau, qui, lui, va partir, est parti d'ailleurs, est déjà parti à Mayotte, pour Mayotte. C'est l'homme fort de la droite, maintenant. Il y a une compétition entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, notamment. Il y a un effet Retailleau. Qui est assez perceptible dans les sondages aussi, qui a été percé dans les sondages en premier. Nous, on l'a vu avec le baromètre Figaro Magazine. Bruno Retailleau, tant qu'il était président du groupe LR au Sénat, pouvait faire tous les médias qu'il voulait, toutes les radios qu'il voulait. Ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien. Est-ce que les Français l'écoutaient pas, l'entendaient pas? Il bougeait pas. Il était vraiment, mais pas au fond du classement, mais dans les derniers. Il arrive ministre, il reste sur ses positions, il dit « ma priorité c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre ». Les Français l'écoutent, alors certes il a accès aux 20h TF1 France 2, ce qui lui permet d'accéder au plus grand nombre, mais les Français apprécient en tout cas une partie, et là il fait un bond, il arrive dans les 10 premiers. D'accord. Donc ça, c'est le premier point, médiatiquement, de manière sondagière, on voit l'effet. Mais quand je vous dis il y a un effet Retailleau, c'est sur la classe politique. Parce que du coup, les autres hommes politiques se disent « Ah, mais finalement, c'est bien d'être ministre. Je veux être ministre. » Et quand une partie du mouvement des socialistes vers la possibilité de gouverner, je me demande s'il n'y a pas un peu de l'effet Retailleau sur le thème «
voilà quelqu'un qui ramait pour exister, il arrive à exister. Est-ce que moi, je ne ferais pas pareil dans un ministère social avec mes propres qualités? Et c'est en ça que c'est vraiment intéressant, parce que il s'est positionné et tout le monde le regarde maintenant. Donc, à la fois comme un exemple, et ensuite, comme vous dites, l'homme fort. François Bayrou lui a donné ce statut aussi. C'est le premier des ministres qu'il reçoit à Matignon, tout de suite après sa passation de pouvoir. Ce qui est quand même un signe assez fort, même si c'est beaucoup pour peut-être la situation. Juste avant, il était au ministère de l'Agriculture avec tous les ministres de droite qui se sont réunis avant la passation de pouvoir. Et en gros, ils n'ont pas fait allégeance à Bruno Retailleau. Mais enfin, on a bien senti dans cette réunion que c'était lui le patron. Et comme vous dites, ça ne va pas sans poser quelques problèmes, parce qu'il y a un autre qui se considère comme le patron, c'est Laurent Wauquiez. Il va être reconduit à son poste ? Tout laisse à croire, en tout cas, que c'est bien parti pour. C'était le cas. Alors, il y a d'abord les circonstances. Avec ce qu'il se passe à Mayotte, ça paraît quand même un peu inconscient de créer, de déstabiliser, en tout cas, le gouvernement côté ministère de l'Intérieur. Mais avant que ce cyclone ne ravage l'archipel, Bruno Retailleau a été l'un des premiers à avoir été reçu à Matignon. Et avant cela même, il y avait des échanges entre les deux hommes avec des espèces de prise de température des deux côtés. En gros, est-ce que tu es prêt à me suivre ? Ok, mais à quelles conditions ? Et tout ça, c'est un peu construit dans l'ombre, et sachant que chacun a un avantage. En fait, si ça marche, c'est un win-win. Ce qui a été théorisé, finalement, ça n'a pas trop marché, puisque le Rassemblement national a provoqué la chute du gouvernement de Michel Barnier, mais Bruno Retailleau embête le Rassemblement national. C'est un profil et une idéologie qui leur donne peu de prise et qui, par effet de contraste, donne une certaine force au gouvernement. C'était d'autant plus vrai quand Michel Barnier n'était pas particulièrement politique comme l'était Bruno Retailleau. L'avantage pour François Bayrou, s'il garde Bruno Retailleau, c'est que là, la droite est obligée de suivre, à moins d'exposer au grand jour les doutes qui traversent chacun des camps, notamment chez Laurent Wauquiez de LR. A priori, si vous avez Bruno Retailleau dans votre gouvernement, au moins vous assurez un engagement, à court terme au moins, des Républicains. Dominique Régnier, alors comment voit ça Laurent Wauquiez ? Il cherche à rentrer au gouvernement lui aussi, ou il a intérêt à rester à l'extérieur ? Comment parce que après avoir fait, il semble plutôt assez favorable au maintien de Retailleau maintenant à l'intérieur. Il me semble qu'il peut difficilement aller contre. Oui. Aller contre publiquement. C'est toujours des calculs compliqués là aussi. Et, la présidentielle rend beaucoup de nos politiques de grande qualité, qui sont de grande qualité, excessivement calculateurs, et qui attendent le moment précis où ils pourront se poser au bon endroit et faire les bonnes choses. Et parfois, ça ne vient jamais, parce que c'est pas comme ça, la politique, c'est vivant. D'ailleurs, on le voit maintenant, outre les aspects politiques, on voit bien que Mayotte, ça n'a rien à voir avec la politique, mais ça va faire de la politique. Ce qui me frappe, moi, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, si vous me permettez, c'est que le soutien de Bayrou à Retailleau, ça contredit quand même ce qu'on dit beaucoup de François Bayrou. Oui. Alors, il en a besoin, mais c'est pas de l'eau tiède. C'est un choix fort. Saillant, sur des sujets régaliens extrêmement importants. Donc il est beaucoup plus, je dirais, à droite que le président Emmanuel Macron. Donc c'est un centrisme plus intéressant. Et je crois, par rapport à ce que disait Karl, je crois que sa notoriété, elle vient du fait qu'il s'est efforcé tout de suite de faire. Et on le voit s'efforcer de faire. Ne pas lâcher, s'acharner, même dans le peu de temps où on l'a vu, sur un sujet non négociable.
Ouais. Sécurité, immigration, c'est non négociable. Ça fait des années que c'est une chose observée, mesurée, dite, surtout par les électeurs. Hein. Et ça a laissé quand même de marbre assez largement nos gouvernants. Là, quelqu'un s'en occupe sans être non plus outrancier, sans dire des choses qui sont... Il n'y a pas de mots... Voilà, c'est pas violent, stigmatisant, désagréable à entendre. Enfin, il fait de la politique comme on doit le faire pour gouverner. Et puis, j'ajouterais que le problème de Bruno Retailleau, c'est que il embête symétriquement le RN et aussi le PS. Et je trouve que le RN plus le PS NFP, ça ressemble à une motion de censure. Ouais. C'est ce qui s'est passé, en fait. Et que c'est quand même donc il va avoir un besoin, Bruno Retailleau, du soutien fort de François Bayrou, pour éviter qu'au fond, il serve de prétexte à une motion de censure qui, peut-être, ne déplairait pas à ses concurrents à droite qui ne veulent pas le voir trop réussir. On est désolé de dire des choses pareilles, parce qu'on a des problèmes considérables, on aimerait que ça s'arrange, mais ça, on ne peut pas éviter ces considérations. Mais c'est vrai que... Pierre. Alors, ils ne sont pas hyper clairs. C'est pas tout à fait une ligne rouge. En fait, ils disent... Pourquoi pas Bruno Retailleau, mais pas la politique de Bruno Retailleau. Donc en fait, ça veut tout et rien dire. C'est pas une partie de poker. Mais il faut reconnaître à Bruno Retailleau qu'il a eu le mérite d'être un LR qui va dans un gouvernement avec Macron. Et il a réussi à marquer sa politique. Et on le distingue encore effectivement comme un LR et non pas comme un macroniste, comme d'autres avec Rachida Dati, qui était une ancienne LR et qui est devenue, maintenant tout le monde pense qu'elle est macroniste. Donc, voilà. Alors Bruno Retailleau a réussi ça et c'est quand même une performance politique qu'on peut reconnaître. Rachida Dati, qui risque de rester dans le gouvernement ? C'est ce qui se dit. Hein. Après, elle fait partie de ceux ou de celles qui pourraient rester. D'abord, elle est très proche du couple Macron. Il faut toujours être proche de madame. Toujours être... En général, c'est bien. De toute façon. Non, et pour rebondir sur ce que dit Pierre, le succès, pour l'instant, de Bruno Retailleau prouve... parce que chez LR, il y a deux théories sur comment être opposant à Emmanuel Macron. Est-ce qu'on l'est franchement en refusant toute alliance, tout engagement, et on reste vraiment à l'Assemblée, pour le coup, dans une espèce d'opposition close et dans une bulle, ou est-ce que c'est en quelque sorte en territoire ennemi que la droite peut exister? Bruno Retailleau, comme l'a dit Pierre, prouve que, pardon, mais la droite n'a jamais autant existé que depuis qu'elle est en territoire ennemi, en tout cas considéré encore aujourd'hui comme un territoire ennemi, donc le territoire macroniste. Et donc ça met à mal la théorie wauquiésiste, qui jusqu'ici était dans une opposition ferme à Emmanuel Macron. Oui, un peu sur le modèle de Marine Le Pen, mais ça marche quand vous êtes le RN, quand vous êtes LR et quand vous êtes un parti de gouvernement. Ça marche pas forcément. Et c'est ça aussi qu'incarne Bruno Retailleau, cette théorie-là. Karl, il est présidentiable du coup ? Il va rentrer dans cette catégorie-là. J'allais vous dire, c'est l'homme fort, mais qu'est-ce qu'il va en faire ? C'est ça aussi où il est attendu au tournant. C'est-à-dire qu'il s'est hissé dans cette catégorie. La question maintenant, c'est est-ce qu'il vise 2027 comme tous les autres, auquel cas ça peut le paralyser ? Parce qu'on sait que dès qu'on s'approche de l'échéance, on ne veut pas mécontenter une partie de gens qui vous aiment bien, mais du coup on ne fait plus rien. Ou est-ce que il continue à être l'homme qu'il est et à dire je veux agir, je veux faire des choses, en prenant un risque, parce que quand vous agissez, vous prenez forcément des risques. Vous êtes attendu sur les résultats, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il ait des résultats. Il a parlé, il a dit qu'il ferait des choses, mais on n'a pas de résultats concrets. S'il reste à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, d'ici 2, 3, 4 mois, là, on pourra dire, attention, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez engagé, la lutte contre le narcotrafic, voilà. On veut voir, Mayotte, on aura là quelque chose aussi d'assez concret. Et troisième élément, donc que fait-il de cette position-là pour 2027, d'accord ? Et ça veut dire s'affronter avec les autres candidats potentiels à droite. Donc, affronter Laurent Wauquiez. C'est inévitable parce qu'on sait que Laurent Wauquiez, lui, il a le 2027 en ligne de mire. Il est candidat. Il a la volonté de rénover les LR, de changer le parti, de peut-être en prendre la présidence et de... Bon, que fait
Bruno Retailleau. Est-ce qu'il se met derrière? Il y a tout un tas de questions auxquelles il va devoir répondre, sachant que, pour rebondir sur ce que disait Dominique Régnier, je crois que les gens aiment beaucoup aussi, c'est la sincérité. La sincérité des hommes politiques, on se rend compte que c'est presque le premier élément qui compte, presque à égalité avec oui, il agit et il fait des choses. Et donc, Bruno Retailleau est crédité d'une sincérité dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut faire. Attention, parce que pour arriver sur la présidentielle, il y a un moment où il faudra peut-être quand même louvoyer. Ça sonne juste. Alors aussi, est-ce que ça sonne juste au Parti Socialiste? Donc le Parti Socialiste, moi j'ai toujours pas tout à fait compris tout ce qu'ils veulent en ces temps compliqués, c'est vrai. Est-ce qu'on se dirige vers un divorce par rapport à qui d'ailleurs? Par rapport au nouveau Front Populaire, par rapport à la France Insoumise, soutien sans participation éventuelle au gouvernement. On va d'abord se rafraîchir la mémoire avec quelques sons. Et aujourd'hui, que faut-il faire? C'est simplement, la réalité, c'est que moi, je ne cherche pas une rupture. Je dis simplement que quand je vois qu'il faut avancer, j'avance. Vous actez cette rupture. Et quand eux refusent d'avancer et qu'ils se mettent en retrait et se replient sur eux-mêmes, je leur dis qu'ils commettent une faute. Mais je ne cherche pas à leur faire la leçon. Je ne fais la leçon à personne. Je suis simplement en train de dire que, à un moment, la responsabilité que nous avons, c'est celle du pays. Et que comme nous aspirons à gouverner, quand cette possibilité existe, il faut la saisir. Il ne faut pas dire, j'attendrai plus tard la présidentielle. Mais oui, il y a une divergence. Nous pensons que il faut que M. Macron s'en aille pour qu'on puisse revenir aux urnes, et parce que c'est lui qui est le responsable de cette situation. Pardon, mais 4 premiers ministres en un an, on n'avait jamais vu ça. Donc, Vos partenaires, eux, plaident le compromis. C'est quand même une sacrée différence de stratégie. On se demande un peu ce qui vous rassemble encore ce soir. Oui. Eh ben, écoutez, je vais vous le dire. Ce qui nous rassemble, vous l'avez vu. Alors, de temps à autre, il y a de la vaisselle qui est cassée. Moi, je le regrette. Mais si le nouveau Front Populaire était rompu, ça veut dire qu'on laisse les mains libres à M. Macron et au Rassemblement National. Donc, nous sommes partisans de prolonger ce nouveau Front Populaire. Alors, Pierre, l'exégète que vous êtes, qu'est-ce qu'il en dit? Je pense qu'il faut bien mesurer que le Parti Socialiste ne veut plus se soumettre à la France Insoumise. Ça, c'est sûr. Et à Jean-Luc Mélenchon. Donc finalement, le Parti Socialiste a intérêt à la stabilité, parce que si c'est instable, il y a un risque de dissolution. Et qui dit dissolution dit que le PS va devoir revenir toc-toc à la maison de la France Insoumise, parce qu'il faudra des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions. L'équation est simple, en fait. Si la gauche part divisée aux législatives, ça peut rapidement tourner au carnage et perdre énormément de sièges. Donc c'est pour ça que le Parti Socialiste veut jouer la stabilité, mais pour autant, comme on disait tout à l'heure, ils ne veulent pas non plus se compromettre avec Emmanuel Macron, et donc ils disent, par contre, nous on rentre pas dans le gouvernement, on vous soutient pas non plus, mais par contre, on ne vous censurera pas forcément. Donc, à partir de là, mettons-nous d'accord, entendons-nous, discutons. Ça, c'est la ligne, ça. Tout le monde la partage au Parti Socialiste? À peu près tout le monde la partage, oui. Ce qui est quand même assez rare pour être souligné, parce que c'est dans un parti qui est quand même très très divisé. En fait, c'est à la faveur d'une crise politique assez inédite que le PS renoue entre les différents courants, se réconcilie, même s'il y a quelques voix encore qui disent effectivement c'est dommage, on aurait pu faire le pari de la droite en disant on aurait pu prendre des gouvernements, des ministères assez importants pour montrer aux Français qu'on sait appliquer notre politique. Beaucoup considèrent que c'est quand même risqué. Oui. Et vous ne parlez pas des municipales qui sont intéressant, qui pèsent beaucoup sur le PS. Oui, les municipales vont arriver aussi. Alors c'est encore un autre sujet parce que ils ont peur pour leurs grandes villes. Ils ont peur pour les grandes villes. Donc il y a Lille, Nantes, Montpellier, Rouen, Paris, et ils ont très peur que LFI s'allie avec les écologistes et que les écologistes leur fassent un peu un bébé dans le dos, on va dire, et que finalement les grandes villes socialistes basculent dans une alliance écolo-LFI. Donc on voit que la tectonique des plaques est un peu en cours. Non, c'est pas simple. Oui, Dominique, pardon. Oui, parce que non, mais c'est un grand sujet, parce que en mars 2026, à la fois le PS peut être menacé par LFI et éventuellement des alliés, comme vous le disiez à l'instant. Écolo. Et les LR peuvent être menacés par le RN. Oui. Ce qui changerait beaucoup le Sénat. Bien sûr. Parce qu'on peut avoir un Sénat qui perd, en gros, ces deux réacteurs, que sont une gauche modérée et une droite modérée, ce qui là commencerait à faire beaucoup. Ah bah là, oui.
pour la Ve République. Le paysage politique serait complètement brouillé. Oui, ça fait carrément. quand même, après, faire fonctionner, Bien sûr. c'est un sujet de préoccupation, de plus, de mon point de vue, parce que ça retire cet élément extraordinairement stabilisateur, toujours décrit comme ça, le Sénat, mais à juste titre et avec des effets très positifs. On l'a vu encore récemment. Bien sûr. Si ça s'emballe parce qu'il y a une espèce de polarisation interne au Sénat, RN, LFI pour aller vite, ce ne sera pas ça comme ça, mais enfin pour aller vite, ça change presque définitivement le régime. Alors, Karl, ce qui manque peut-être au Parti socialiste aujourd'hui, contrairement d'ailleurs à LR, jusqu'à un certain point, c'est qu'on n'y voit pas de grandes figures quand même. Hein. Si tant est qu'il y ait des grandes figures à LR, mais LR, il y a quand même Wauquiez, il y a Retailleau, il y a... Ce que veut dire, c'est qu'il manque un présidentiel. On voit, oui, c'est ça, oui. Mais vous oubliez François Hollande. Pourquoi oubliez-vous François Est-ce que vous avez... Non, mais vous arrivez à décrypter le François Hollande, vous, parce que j'ai toujours pas réussi. Oui. Tout à fait. Enfin, j'ai mis 30 ans. J'ai encore écouté hier soir, mais suivre. hier soir, j'ai eu du mal à le suivre quand même. Oui. Si vous avez compris tout ce qu'il dit, c'est qu'il s'est mal exprimé. Voilà, exactement. Non, François Hollande a une stratégie très claire. Il ne l'exprime pas parce qu'il ne veut pas sortir du bois. Mais vous croyez vraiment qu'il vise encore 2027 ? Oui. Ah oui. Ah oui, pardon. Ah oui. Confirmé, d'accord. Mais je vais vous dire, c'est humain. Ouais. Voilà un homme politique, un homme qui a consacré toute sa vie politique à cette ambition-là. Donc c'est 40 ans de sa vie politique. Ouais. Il est resté que 5 ans à l'Élysée, c'est trop court. Donc il veut continuer, mais c'est humain. Tous sont pareils. Nicolas Sarkozy a voulu aussi que ça soit plus long, et on se souvient avant de Mitterrand et Chirac. Donc plus sérieusement, sa stratégie, c'est de dire il faut renverser Olivier Faure de la tête du Parti socialiste, parce que c'est lui, pour l'instant, l'obstacle à ce que François Hollande puisse être le candidat. Donc pour lui, ce qu'a fait Olivier Faure est purement tactique et pas stratégique. Ouais. Au sens où c'est tactique, c'est-à-dire que c'est pour couper l'herbe sous le pied de ses opposants au Congrès qui pourrait avoir lieu au printemps, normalement. Je parle sous votre contrôle, mais voilà, même s'il essaye de le repousser. Et c'est pas stratégique au sens où c'est pas pour du long terme. Donc, dans le schéma idéal de François Hollande, Congrès du Parti socialiste, Olivier Faure est balayé, quelqu'un prend sa place, quelqu'un qui serait Hollando-compatible. C'est ça. Et derrière, le Parti socialiste s'organise autour de fait lui. Les assises de la gauche, un peu à la manière, vous savez, en politique, on refait toujours la même chose que ses prédécesseurs, de ce qu'a fait François Mitterrand, le Parti socialiste, le fameux congrès d'Épinay. Épinay 71. Voilà, où il y avait la SFIO, le courant de François Hollande, la Convention des institutions républicaines, plus d'autres petits groupes. Et là, François Hollande voudrait faire pareil, que le Parti socialiste dise le mouvement de Bernard Cazeneuve viendrait, et puis Raphaël Glucksmann, Place Publique. On ferait des assises où on parlerait que du fond d'abord. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et puis, à la fin, on se mettrait d'accord sur un candidat. Et si c'est François Hollande, ça lui conviendrait très bien. Et comme lui ne fait que de la politique matin, midi et soir, ça aboutirait à lui. Voilà, ça c'est son schéma. Et je crois que dans ce schéma-là, l'adversaire préféré de François Hollande, à gauche, ce serait Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Et Jean-Luc Mélenchon rêve d'affronter François Hollande. Bah oui. Et Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu la semaine dernière, il nous dit ce scénario, c'est le mektoub, c'est le destin. Et dit parce que finalement, il considère que ce serait trop facile pour Jean-Luc Mélenchon de dire regardez Hollande à l'Élysée, il a trahi toute la gauche, votez pour moi. Et François Hollande veut dire au reste de la gauche, vous allez quand même pas élire Jean-Luc Mélenchon qui se fera battre au second tour par Marine Le Pen avec toutes les outrances qu'il y a. Donc finalement, il y a une sorte de tango qui est en train, je vous raconterai ça bientôt dans le Figaro, mais il y a une sorte de tango qui est en train de se mettre en œuvre entre les deux, et qui agace évidemment tout le reste de la gauche qui essaie de faire une candidature commune. Et donc François Hollande comme Jean-Luc Mélenchon font tout pour éviter cette initiative unitaire. Mais vous comprenez pourquoi François Hollande et une partie du PS n'a pas intérêt à une présidentielle anticipée. Parce qu'il a besoin de temps pour construire tout ce schéma et toute cette organisation politique qui va lui permettre d'être candidat. Non, parce que c'est mon coup de cœur de tout à l'heure, donc je dirais. Ah oui, non, faut pas griller. Je ne grille pas le... Et maintenant, les téléspectateurs savent mieux pourquoi l'émission progresse en audience, parce que c'est ici qu'on apprend les choses, donc grâce à vous. on éclaircit les choses. Vous croyez que la gauche peut se reconstituer en vue de la présidentielle ? Se reconstituer, s'organiser plutôt, pas se reconstituer. Je remarque
en tout cas, que Emmanuel Macron avait dit lors de l'annonce de la dissolution que tout cela entraînerait une grande clarification. Il pensait peut-être pas forcément au Parti socialiste, mais je vois pas pourquoi le Parti socialiste y échapperait. De fait, il y a une clarification plus ou moins lente qui est en train de s'opérer dans tous les partis. Ouais. Elle a eu lieu assez tôt chez LR avec le départ d'Éric Ciotti vers le Rassemblement national. LR, depuis le départ d'Éric Ciotti, est en train de s'organiser. On va voir de quel côté de la pièce tombe, mais visiblement LR a envie de redevenir un parti de gouvernement, le PS aussi. Et il reste quoi? Les deux extrêmes de l'échiquier politique qui, dans leur style et à leur manière, vont faire émulsionner tout ce qu'ils peuvent de chaotique. Alors oui, je ne vois pas pourquoi le Parti socialiste n'échapperait pas à une forme d'unification, même s'il y a de la vaisselle, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Bon, on va suivre ça de près. On va passer à un petit exercice qui s'appelle coup de cœur, coup de griffe. On va demander à Dominique d'ouvrir le feu. Alors d'abord par le coup de griffe, peut-être. On finit toujours par le sucré. Le coup de griffe, hein, comme c'est pas ma nature, j'ai pas vraiment travaillé le sujet, comme disent mes étudiants. Et vous avez un coup de cœur, peut-être? Un coup de cœur, oui, un livre. Dont j'ai découvert l'existence, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans les pages du Figaro, que j'ai acheté, que je suis en train de lire, de Christophe Dickès. Oui. Pour l'Église, ce que le monde lui doit. Oui. C'est un livre remarquable sur ce que le monde qui est le nôtre doit à l'Église catholique. Et donc la laïcité, la liberté, l'idée européenne, enfin, toute une série de réhabilitation, je dirais. D'accord. Sans oublier des aspects qui sont négatifs. Hein, mais voilà, c'est un livre un peu de saison en plus. À recommander. Que je recommande. Très bien. Coup de griffe. Pierre. Coup de cœur. Coup de griffe. Coup de griffe. Coup de griffe, c'est tout le feuilleton qu'on a eu la semaine dernière en attendant le nom du Premier ministre, où c'est insupportable. En fait, il y a plein de noms qui sont jetés en pâture. On les teste, on les jauge, mais en fait, c'est fondé sur rien. Il y a tout un emballement autour de ça et on a l'impression que le président en joue beaucoup, à tel point qu'il était en déplacement, il revient le soir même et dès qu'il sort de l'avion, il dit bah non, finalement, ce sera demain. Oui. Enfin, on comprend pas trop. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être mieux fait, je pense, dans cet exercice-là. Ouais. C'est peut-être aussi parce que c'est compliqué, d'une part, et d'autre part parce qu'il ne sait pas lui-même où il va. Ouais, mais même de dire que ce sera fait dans les 48 heures, de l'annoncer quand il n'est pas sûr, pourquoi le faire quand même? Il y a quand même une anomalie là-dedans, je trouve, qui est quand même c'est assez étrange. Et le coup de cœur, c'est le documentaire de France Télévisions sur la dissolution. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est vraiment à voir si vous voulez. Alors, racontez, oui. On revit. Alors déjà, c'est intéressant parce qu'il y a tous les acteurs, des grands acteurs, tous les chefs de parti. C'est Duhamel qui a fait, non? Je l'ai pas en tête le réalisateur. Oui, c'est ça, oui. Et Patrice. Il manque un acteur. Il manque un acteur. Il faut préciser chez les Duhamel. Il faut préciser lequel des Duhamel. Mais Patrice. Et en fait, on se rend compte qu'on a vécu quand même une période assez improbable et insolite et incroyable au mois de juin. D'accord. Et alors même, on n'a pas encore, je pense, assez de recul, mais de se replonger là-dedans, c'est fascinant, quoi, de revivre cette période-là. Et je le recommande. C'est sur France Télévisions. C'est un reportage qu'on peut voir en replay, évidemment. Bien sûr. Excellent. Claire. Alors, coup de griffe, je le donne au refus des Insoumis d'aller à la rencontre de François Bayrou. D'accord. Je comprends le positionnement, mais... Donc ils ne le verront pas, hein, ça c'est sûr. En tout cas, pas aujourd'hui, je parle plutôt... Voilà. Ce que je peux comprendre, mais on aurait pu au moins tenter un premier contact avant de fermer la porte. Et, écoutez, ils ont été invités. Ils ont été invités, donc ce refus... signifie juste le fait qu'ils assument totalement en tout cas, éviter de ne pas vouloir éviter toute précipitation de la France dans une forme de chaos politique. Ouais. Et mon coup de cœur, c'était la première phrase de François Bayrou, Premier ministre. Enfin, les ennuis commencent. Ouais, qui rappelle Mitterrand, donc. Qui rappelle Mitterrand. C'est Marceau Pivert. Et voilà. Marceau Pivert. D'accord. Oui, non, vous avez tout à fait. Alors. Non, je vous en prie. Non, je suis désolé. Hein. Donc voilà, qu'on attribue à tort à François Mitterrand. À François Mitterrand, mais au-delà donc on a pu voir cela. Alors peut-être dire quel est l'auteur donc de cette phrase. Moi, j'avais que l'auteur, j'ai pas toute l'histoire. C'est Marceau Pivert qui a dit ça en 1936, au moment où le Front populaire a remporté les élections. Ouais. Il a lancé cette formule désormais fameuse et excellente d'ailleurs. Enfin, les ennuis commencent. Les ennuis commencent, c'est ça.
Et ça montre bien toute l'habilité de François Bayrou qui un jour nous avait glissé, j'en ai pas l'air comme ça, mais je sais faire de la politique. Je trouve que donc ces premiers mots sont, si ce n'est habiles, écoutez, somme toute sympathiques et marquantes. Voilà. Très bien. Karl. Alors moi, mon coup de griffe, c'est pour Amnesty. Amnesty International. Oui. Parce que ils ont attendu le 10 décembre pour demander la libération de Boualem Sansal. D'accord. Ça fait 3 semaines qu'il est dans les geôles de l'Algérie. Oui. C'est un écrivain franco-algérien. Et Amnesty a pris son temps. Le 5 décembre, il ne voulait pas condamner cette arrestation parce que, je cite, il n'avait pas d'éléments d'information suffisants. Ça devait être les seuls, je pense, à pas avoir... et qui n'avaient pas pu vérifier de façon indépendante son arrestation. Ouais. Ça laisse un peu pantois parce que voilà, c'est même presque honteux. Ouais. C'est honteux. Ça l'est, et d'ailleurs même aujourd'hui, ils se contentent de demander la libération. Ils n'attaquent pas le régime. Ils ne sont pas à l'offensive alors que c'est leur rôle. C'est pas très offensif. Et donc mon coup de cœur, que j'ai failli lâcher avant le moment parce que vous m'entraîniez dans cette discussion, c'est quand même ce dîner que Le Point a révélé entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Samedi, après la cérémonie de Notre-Dame, ils étaient tous les 4 avec leurs épouses. Carla Bruni et Julie Gaillet au premier rang, et ils n'étaient pas conviés au dîner de l'Élysée. Et Nicolas Sarkozy a dit, comme on pourrait dire à un ami, bon, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Viens dîner, on avait prévu d'aller dîner au restaurant. Vous vous dites, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés tous les 4. Oui, mais sauf que quand on sait ce que Nicolas Sarkozy dit et pense de François Hollande, et quand on sait ce que François Hollande dit et pense de Nicolas Sarkozy, c'était pas possible. C'est cocasse. Ils peuvent pas se retrouver, et pourtant ils l'ont fait. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit alors ? Que ça en dit beaucoup de l'extrême faiblesse politique d'Emmanuel Macron. Parce que s'ils se sont retrouvés ensemble, c'est sûr. C'est pas pour évoquer le temps passé, mais pour préparer les échéances futures. Je serais Emmanuel Macron, je m'inquiéterais. Effectivement. Puis peut-être que leurs épouses avaient des choses à se dire. Ah bah forcément. En tant qu'actrice, chanteuse, femme de culture. Exactement. Bon, merci à tous les 4. Merci beaucoup de votre participation et de vos lumières sur l'actualité qui n'est pas toujours évidente à décrypter là en ce moment. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Parce que parfois c'est un peu noyé dans les fêtes de fin d'année, mais il y a aussi Noël, pour ceux en tous les cas qui le célèbrent. Et je vous souhaite d'ici là une très bonne nuit et une très belle semaine. À la rentrée maintenant.